J'ai de nouveaux détails sur l'affaire de la pom-pom girl et reine de beauté universitaire accusée d'avoir jeté le corps de son bébé dans un sac poubelle dans son placard. Nous apprenons plus de détails sur la personne qui aurait trouvé ce bébé et sur l'état dans lequel se trouvait le nouveau-né. Sans mentionner l'endroit surprenant où Lake et Snelling étaient censés être lors de l'arrivée de la police, alors qu'ils n'y étaient pas. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Nous recevons de nouvelles informations de la police sur ce qu'ils ont découvert en arrivant chez Lake et Snelling, ainsi que des précisions sur l'état du nouveau-né. Fox 56 à Lexington, Kentucky, est le premier média à obtenir le rapport de police décrivant ce que les agents ont constaté en intervenant dans l'appartement hors campus de Lake et Snelling le mercredi 27 août. Non seulement la police a donné des informations clés sur l'état du corps de ce nourrisson, je vais vous en parler dans un instant, mais nous apprenons aussi qui a appelé la police ce matin-là, juste après 10h30. Le rapport mentionne qu'il s'agissait d'un tiers. La chaîne de télévision dit que le nom a été caviardé dans le rapport qu'ils ont. Ce que nous en déduisons, c'est que ce n'était pas Snelling elle-même. Peut-être une colocataire, mais la police n'a pas encore donné cette information. Snelling s'est désinscrite de l'Université du Kentucky, où elle était étudiante à la suite de son arrestation. Elle était dans l'équipe de cheerleading Wildcat Stunt. Voici sa photo sur le site de l'école. Vidéo de Snelling en compétition avec l'équipe, publiée il y a 4 mois sur YouTube par Flo Cheer. Il est donc possible qu'elle ait été enceinte lors de cet événement. La police indique que vers 10h30, la personne ayant appelé a trouvé le nourrisson enveloppé dans une serviette, placé dans un sac poubelle noir dans un placard. On ignore pour l'instant la cause du décès du bébé de Snelling. Il ne s'agit pas d'une enquête pour meurtre. Ce n'est pas une affaire d'homicide involontaire. L'autopsie initiale n'a rien conclu. D'autres tests sont en cours pour déterminer la cause du décès. Et cela pourrait être un tournant majeur dans la façon dont l'affaire évoluera. On ignore aussi l'âge exact du bébé et à quel stade de grossesse Lake et Snelling étaient lors de l'accouchement. Nous savons qu'il s'agissait d'un petit garçon. La police a d'abord déclaré que la Ken leur avait avoué qu'elle était la mère de cet enfant, qu'elle avait donné naissance à ce bébé. Elle leur aurait également dit qu'elle avait essayé de nettoyer et de cacher le petit garçon ainsi que tout ce qui était lié à lui. Et il y avait d'autres produits de nettoyage et des choses comme ça dans le sac poubelle où le corps du bébé a été retrouvé selon la police. Un point clé du rapport reçu via Fox 56 à Lexington. La police indique que le petit garçon était froid au toucher. Cela peut signifier plusieurs choses, notamment que le nourrisson était mort et resté sans surveillance pendant des heures. La police indique également dans ce rapport que Snelling n'était pas à la maison au moment où les policiers sont arrivés. La police a en fait dû la chercher pendant presque 1 heure, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée à 11h18 du matin. Snelling s'est ensuite rendu au siège de la police de Lexington où on lui a demandé de se faire examiner. Et l'équipe médicale s'est rendue au poste de police. Le rapport indique que Snelling a été arrêtée le 27 août vers 17h ce soir-là, mais qu'elle n'a été enregistrée à la prison du comté que le 31 août, quelques jours plus tard. Nous savons désormais que la police cherche toujours à identifier le père du bébé de Lake et Snelling. On sait qu'un de ses ex, Isaiah Hall, a donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique à la police. Son père a dit au New York Post que le résultat de l'échantillon d'acide désoxyribonucléique pourrait prendre des semaines. Tout ce qu'il dit, c'est que son fils a été invité par la police à fournir un échantillon, et il l'a fait. Après Hall, le Post indique que Snelling voyait quelqu'un d'autre. Plus récemment, un homme nommé Connor Jordan, qui est un ancien joueur de basket universitaire, et nous voyons plusieurs photos de Snelling et Jordan ensemble. Mais il n'est pas clair s'il est le père de ce bébé ou si les deux sont toujours en couple. Snelling, ex-reine de beauté, publiait fréquemment sur les réseaux sociaux avec ses amis. Elle donnait vraiment une image heureuse, une image très chaleureuse. Bien sûr, maintenant elle est accusée d'un crime très sombre. On ignore combien de personnes autour de Snelling savaient qu'elle était enceinte. Elle poursuivait avec l'équipe de Pom Pom Girls, toujours au sommet des pyramides humaines. Et elle a aussi arrêté de publier sur les réseaux sociaux vers juin de l'année dernière. Avant cela, selon nos observations, elle était très active sur les réseaux sociaux. C'est intéressant que sa présence sur les réseaux sociaux disparaisse soudainement en juin. Voici sa dernière publication TikTok de ce mois-là. Et c'est une photo avec des emojis qui la décrivent. Et en bas à gauche, on remarque qu'il y en a un qui dit « Objectif ». Cela montre un emoji de maman avec enfant. Donc, il semble qu'elle ait au moins présenté publiquement qu'elle voulait un jour devenir maman.
Vidéo de Lake et Snelling lors de sa première comparution au tribunal. À 21 ans en robe rouge. Elle a plaidé non coupable d'abus de cadavre, de falsification de preuves et de dissimulation de naissance. Vidéo de BRTV. Snelling a payé une caution de 100 000 $ et est maintenant assignée à résidence chez ses parents sans bracelet électronique. Elle a plaidé non coupable des accusations. Et même si Snelling, encore une fois, semblait vraiment être une personne chaleureuse et pétillante sur les réseaux sociaux, il y a au moins une personne qui pense que la vraie Snelling est très différente de l'image qu'elle montrait au public. Sydney Kite, 20 ans qui a fréquenté le lycée avec Snelling, a donné une interview remarquable au Daily Mail. Elle a affirmé que Snelling s'en prenait aux autres, disant « Au lycée, elle a tenté d'écraser une de mes amies proches avec sa Jeep. Le harcèlement est devenu tellement grave que mon ami a dû être retiré de l'école et transféré dans un autre établissement parce que la canne était allée trop loin. » Kite a aussi accusé Snelling de cyberharcèlement par service de messagerie courte. Kite ne s'est pas retenu pendant l'interview, affirmant que Laken ne fréquentait que des gens populaires et riches. Et elle a dit qu'elle était obsédée par son apparence. En plus, elle a répété que Snelling avait tenté d'écraser quelqu'un avec sa Jeep. C'est dans l'article du Daily Mail qui circule en ce moment. J'ai contacté Kite pour en savoir plus sur son expérience avec Lake et Snelling, mais je n'ai pas eu de réponse. Nous n'avons pas vérifié auprès de la police si elle a tenté d'écraser quelqu'un. Mais cela, c'est uniquement selon Kite sur les réseaux sociaux et le Daily Mail. Pour cette histoire, nous avons cherché Lake et Snelling sur truthfinder.com. L'une des informations clés que nous y avons trouvées, c'est qu'il ne semble pas qu'elle ait un casier judiciaire, ce qui pourrait influencer le montant de sa caution et les conditions de sa libération. Droit et crime. Mais même si vous ne travaillez pas dans le domaine du true crime, cela peut être une excellente ressource pour vous rassurer, car c'est l'un des plus grands services de recherche de dossiers publics aux États-Unis. Et avec l'abonnement payant, vous avez accès à des rapports illimités sur presque n'importe qui. Actuellement, profitez de 50% de réduction sur votre premier mois de rapport de vérification confidentielle. Allez simplement sur truthfinder.com.otc. Bien sûr, la question est de savoir si être un prétendu harceleur conduit à cacher le corps de son bébé décédé. Peut-être pas, mais cela donne une idée du type de suspect que Lake et Snelling pourraient être. En même temps, on la voit aussi sur beaucoup de photos avec des amis, et il semble qu'elle sortait et était entourée de gens. Donc elle n'était certainement pas une solitaire. Lake et Snelling ont plaidé non coupable. Nous attendons encore sa version. Nous suivrons l'affaire. Audience prévue le 26 septembre. Voici le docteur Peter Valentin, président du département de sciences médico-légales à l'université de New Haven, Connecticut. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Sachant que la police affirme que le bébé était froid au toucher lorsqu'ils l'ont trouvé, vous savez, un bébé malheureusement décédé dans le placard. Que suggère-t-il sur la durée de présence du bébé? Donc, cela suggère certainement qu'une certaine période de temps s'est écoulée. Et ce dont nous devrons faire attention ici, c'est de ne pas appliquer le même raisonnement que nous appliquons aux adultes concernant la perte de température en fonction du temps. Car il est évident qu'un nouveau-né n'a pas beaucoup de masse. Et donc, ils vont perdre leur température corporelle très rapidement. Être frais au toucher est donc aussi une affirmation qualitative, non? Cela veut-il dire que c'est à température ambiante? Cela signifie-t-il que c'est un peu en dessous de la température habituelle de la peau humaine? Et donc, cela pourrait simplement signifier que cela ne fait que quelques heures après la mort, c'est-à-dire, vous savez, après le moment du décès. Donc, il va être difficile pour nous de déterminer exactement à combien de temps cela correspond, à part dire que c'est un signe évident de décès. Oui, parce que je sais qu'elle n'était pas à la maison au moment où la police est arrivée et ils n'ont pas pu la localiser avant environ 1 heure plus tard. Mais en considérant, et c'est vraiment, vous savez, une histoire difficile à aborder, mais en considérant qu'elle a dit avoir accouché à la maison puis avoir nettoyé après cet accouchement. Elle a ensuite déclaré avoir mis tout ce qu'elle avait utilisé pour nettoyer et le corps du bébé dans ce sac, placé ensuite dans le placard, selon la police. Quel délai prévoyez-vous? Vous avez mentionné quelques heures. À quel moment pensez-vous que la naissance a pu avoir lieu selon vous en ce moment? Nous ne connaissons pas la cause du décès de l'enfant, mais la police est arrivée vers, je crois que c'était 12h30 ce jour-là, 11h30 du matin. Donc, malheureusement, j'ai déjà eu ce genre d'affaires dans ma vie de détective.
Et donc, je regarderai aussi les autres objets qui se trouvaient dans le sac poubelle, ainsi que des indices sur le moment où cela aurait pu se produire. Combien de temps s'est écoulé? Combien de choses ont séché sur la serviette? Quels autres indices y a-t-il sur la scène concernant le temps qui s'est écoulé? Vous savez, il va y avoir des indices sur la scène qui vont vous dire beaucoup de choses, comme si elle savait qu'elle était enceinte, quel genre de comportement elle a eu quand elle s'est rendue compte qu'elle était en train d'accoucher, il y a combien de temps cela s'est produit. Et donc, vous savez, ce sont des indices subtils que vous allez vouloir rechercher pour avoir une idée de son niveau de connaissance sur ce qui se passe là-bas. Et donc, vous savez, ce placard, cette chambre et ses activités à ce moment-là dans la maison vont faire la différence entre le fait qu'elle soit accusée des crimes pour lesquels elle est poursuivie actuellement, comme l'abandon illégal d'un cadavre, etc., et une accusation d'homicide involontaire ou de meurtre, ce à quoi vous pensez vraiment lorsque vous vous demandez si l'enfant était vivant et que cet enfant a ensuite été mis dans le sac poubelle. Cela change tout radicalement, d'où l'importance de cette question. L'enfant était-il vivant à la naissance? Parce que, oui, et si cet enfant a respiré en dehors de l'utérus, je veux dire, il semble que cela élèverait cette histoire à un tout autre niveau, même si elle est déjà choquante. Comment déterminez-vous si cet enfant était vivant à la naissance, plutôt qu'il ne s'agisse d'une morti-naissance, d'un bébé mort-né? C'est donc une question compliquée à aborder. Et dans les cas sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai vu, c'est une coopération entre le médecin légiste et ceux qui ont enquêté sur la scène pour voir s'il existe des signes physiologiques indiquant qu'une respiration a eu lieu ou s'il y a des indices sur la scène elle-même montrant des activités compatibles avec le fait que l'enfant était vivant en dehors de l'utérus. Il n'existe pas de liste de contrôle pour cela, heureusement ou malheureusement, car c'est un événement très rare. Mais vous essayez de recueillir suffisamment d'informations à travers les observations faites sur la scène et sur l'enfant. Il faut encore déterminer si l'enfant a survécu, même brièvement, hors de l'utérus. Et c'est une décision difficile à prendre à cause des enjeux qui sont clairement en jeu ici. En tant que détective, plus tôt dans votre carrière, lorsque les gens ont consulté les réseaux sociaux de Lake et Snelling, il semble qu'elle ait cessé de publier. Je crois que la dernière publication date de juin, puis elle finit par accoucher apparemment, que ce soit en septembre ou en août, ou bien ça aurait été en août quand cela s'est produit. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans son profil à ce stade? Et comment un détective s'y prend-il pour reconstituer la personnalité de cette femme et ce qui aurait pu, soi-disant, mener à cela? Oui, donc pour moi, le changement évident dans son comportement de publication est une excellente stratégie d'entretien. C'est une façon très simple de commencer la conversation avec quelqu'un au sujet de son niveau de conscience. Cependant, je chercherai des éléments plus substantiels que cela. Y a-t-il des achats effectués que vous pourriez relier plus directement à une grossesse? Y a-t-il des éléments qui sont essentiellement irréfutables et spécifiques au fait que quelqu'un soit au courant d'une grossesse? Encore une fois, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de différencier quelqu'un qui ignore qu'il est enceinte et pour qui c'est une surprise. Encore une fois, aussi inhabituel que cette situation puisse paraître, est quelqu'un qui est conscient d'être enceinte et essaye de le cacher. Le changement dans son activité sur les réseaux sociaux, ou le fait qu'elle publie maintenant des photos d'elle-même, peut donner l'impression qu'elle essaie de cacher le poids de la grossesse, ou le fait que son apparence change, qu'elle se rende compte ou non qu'il s'agit du poids de la grossesse. Mais il nous faudrait plus que cela. Et je sais qu'apparemment, l'un de ses ex-petits amis a donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique à la police et qu'ils vont s'occuper de cette partie-là. Il semble qu'elle ait déjà admis beaucoup de choses très choquantes avec la naissance de l'enfant. Puis elle a dit qu'elle nettoyait après que cette naissance ait eu lieu. Pourtant, nous ne savons pas qui est le père à ce stade. Qu'en pensez-vous? Donc, d'un point de vue d'enquête, je ne sais pas encore à quel point cette information est précieuse. Évidemment, vous aimeriez savoir, mais au final, je pense que ce qui est le plus précieux, on peut voir ça de deux façons, c'est
Qui pense être le père? Qui agit avec elle en pensant qu'il est le père? Parce que celui qui est réellement le père et celui qui pense l'être peuvent être deux personnes différentes. Mais d'un point de vue médico-légal, ce qui m'intéresse le plus alors qu'ils saisissent des preuves sur cette scène, y a-t-il un profil acide désoxyribonucléique masculin inconnu dans sa chambre qui pourrait suggérer que quelqu'un l'a aidé à un moment critique pendant cet accouchement? Et encore une fois, puisque nous n'avons pas vu à quoi ressemblait sa chambre et la maison, nous ne savons pas à quoi ressemblait la scène. Nous ne savons pas quelles preuves ont été collectées. Ce profil acide désoxyribonucléique, vous savez, la saisie de ce prélèvement buccal pour obtenir de l'acide désoxyribonucléique pourrait avoir un objectif bien différent de ce à quoi nous pensons en ce moment. Ce n'est peut-être pas pour des raisons de paternité, mais plutôt pour des raisons de preuve à cause de quelque chose qui a été trouvé sur la scène elle-même. Qu'est-ce qui vous sauterait aux yeux? Je veux dire, quand vous entrez sur cette scène, ils reçoivent un appel téléphonique d'une tierce personne, d'après ce qu'ils disent. Je ne sais pas si c'était un colocataire ou quelqu'un d'autre qui a malheureusement découvert l'enfant. Et puis, si vous êtes l'officier ou le détective appelé sur les lieux pour enquêter là-dessus, je veux dire, une collecte de preuves très scientifique, comme toujours. Mais dans ce cas, vous avez affaire à une naissance, au corps d'un nourrisson. Je ne sais pas pour le cordon ombilical ni les autres éléments qui auraient pu être dans le sac. Là où ce bébé a été trouvé. Je veux dire, comment abordez-vous ces premiers instants, alors que vous observez la pièce et essayez de déterminer ce que vous devez prendre comme preuve? Donc, même pour des enquêteurs chevronnés, une scène comme celle-ci est extrêmement difficile à gérer à cause de la fragilité, l'âge de la victime et la tragédie. Bien que chaque crime soit une tragédie à bien des égards, celui-ci touche différemment. Mais ce que nous devons faire lorsque nous arrivons sur une scène comme celle-ci, c'est réfléchir à ce qu'il est le plus important de préserver immédiatement. Une fois la scène et ses activités terminées, elle se dégrade essentiellement en temps réel, n'est-ce pas? Chaque élément de preuve qui s'y trouve, les indices matériels à ces endroits, sont lentement détruits et changent en fonction du temps. Et donc, quand vous arrivez sur place, qu'est-ce qui est si fragile? Qu'est-ce qui est si précaire qu'on ne peut pas attendre que les détectives et les techniciens de la police scientifique arrivent d'1 heure, 2 heures, ou même 4 heures plus tard? Ce qui doit être documenté immédiatement, c'est quelque chose qui est liquide maintenant, mais qui deviendra solide plus tard et qui est important. Et le fait que nous ayons une discussion sur combien de temps cet enfant aurait pu être en vie, si c'est le cas, depuis combien de temps le corps a été mis dans le sac poubelle, tout cela concerne le temps. Et l'état d'un liquide en train de sécher concerne le temps. L'état de séchage d'un liquide ou la température d'une pièce relèvent tous du temps. Donc, ces choses de très éphémères, ces choses très transitoires dans la scène doivent être documentées immédiatement. Donc, vous devez vous détacher de cet aspect émotionnel de tout cela et vous concentrer sur la tâche de documenter ce que vous voyez sur la scène sans tirer de conclusions hâtives et essentiellement préparer le terrain pour les enquêteurs plus expérimentés qui vont mener l'enquête de manière plus méthodique comme nous avons l'habitude de le voir à la télévision. Et en parlant de la télévision, je pense que nous tenons parfois pour acquis la rapidité avec laquelle un coroner peut identifier une cause de décès sans vraiment apprécier le travail nécessaire pour déterminer la cause de la mort dans une affaire compliquée. Que pensez-vous du fait que l'autopsie initiale n'ait pas déterminé la cause du décès de cet enfant? Eh bien, pour moi, ce n'est pas surprenant tout simplement parce que il n'y aurait probablement pas, ou disons, il ne serait pas surprenant qu'il n'y ait pas de signes extérieurs de traumatisme chez un nouveau-né pour qu'il meure. Il suffirait simplement de mettre la main sur leur bouche. Et donc, ils seraient asphyxiés, n'est-ce pas? Et il n'y aurait aucun signe. Et cela mènerait au moins à une autopsie initiale non concluante, car il n'y a aucun signe physique présent lors de l'autopsie pour suggérer la cause du décès. Et donc, vous savez, l'asphyxie est un diagnostic d'exclusion dans la mesure où il n'y a pas d'autres caractéristiques physiologiques ou indications sur la façon dont cette personne est morte. Et donc,
On en vient presque à l'idée qu'ils sont morts par privation. Ils sont morts par manque d'oxygène, ce qui est c'est l'asphyxie parce que je ne vois rien d'autre. Mais dans un cas comme celui-ci, c'est là que la discussion, la coopération et l'interaction entre le coroner, le médecin légiste et les enquêteurs de la scène sont si cruciales, parce que ce qui peut sembler ambigu sur la table d'autopsie peut devenir plus clair et plus facile à comprendre lorsque vous commencez à obtenir des informations provenant de la scène elle-même pour commencer à donner un sens aux choses. Il devrait donc y avoir une discussion et une interaction entre ces différents aspects de votre enquête initiale. Donc, cela ne me surprend pas du tout. Je veux dire, maintenant, bien sûr, vous pourriez avoir un traumatisme, auquel cas ce serait une décision très facile à prendre. Mais le fait qu'il y ait eu un rapport d'autopsie non concluant, du moins un premier rapport d'autopsie non concluant, ne me surprend pas du tout. Je pense aussi simplement aux agents. Vous recevez un appel pour un nourrisson inconscient. Vous ignorez sur quoi vous allez tomber et ils ne s'attendaient sûrement pas à la scène découverte le jour où ils ont répondu à l'appel chez Lake et Snelling. Mais combien de formations? Parce que je pense à la compréhension de toutes les différentes subtilités des preuves dans cette pièce liées à un nourrisson, à une naissance qui venait d'avoir lieu, à l'identification des éléments de preuve. Je veux dire, combien de formations reçoit un policier ordinaire ou même un détective, vous savez, pas dans une communauté rurale, Lexington, Kentucky, mais pas non plus le New York Police Department en termes de taille et de ressources. Je veux dire, quelle expérience et quelle formation les agents reçoivent-ils pour se préparer à ce genre de situation, pour être conscients, rien que lorsqu'il s'agit d'un bébé décédé et de tout ce qu'il faudrait prendre en compte? C'est une excellente question parce que la réponse, bien sûr, c'est que cela dépend de l'endroit où cela se passe, n'est-ce pas? Combien cette agence dépense-t-elle pour la formation? Tous les policiers reçoivent une formation dans le cadre de leur instruction à l'académie. Tous les agents bénéficient d'une formation en cours d'emploi. Ainsi, chaque année ou tous les 2 ans, ils sont rappelés pour recevoir une formation supplémentaire. Cependant, votre capacité à retenir et utiliser cette formation dépend de la fréquence à laquelle vous pratiquez ces activités. Et donc, la plupart des agents n'ont pas répondu à une scène comme celle-ci. Et donc, même s'ils ont été formés à gérer une scène comme celle-ci, ils pourraient ne pas se souvenir des détails. Et ils pourraient l'aborder d'une manière beaucoup plus générale. Et ils pourraient ne pas s'être souvenus de la chose très spécifique que quelqu'un leur a dite, à savoir que si vous répondez à ce qui pourrait être l'homicide d'un nourrisson, faites cette chose précise. Et ce détail est perdu parce qu'ils l'ont noté une fois l'année dernière lors d'une formation, mais ils n'ont jamais revu une scène comme celle-là depuis. Et ce que les gens doivent se rappeler, c'est qu'aucune scène ne reste intacte. Les premiers agents intervenants doivent modifier la scène afin de faire ce qu'ils sont tenus de faire à leur arrivée. Les secours et les pompiers sont arrivés avant la police. Et tout le monde s'attendrait à ce que des mesures de sauvetage soient prises avant toute autre chose, tant que la scène était sûre pour que les pompiers ou les ambulanciers puissent être présents. Et donc, bien sûr, ces activités modifient la scène autour de vous. La formation de la police n'a rien à voir là-dedans. La scène a ainsi été modifiée de ce point de vue. Et donc, au moment où les agents arrivent, la scène n'est déjà plus dans son état d'origine. Elle a été modifiée. Et donc, si vous ajoutez ce facteur au fait que l'agent arrive sur une scène très inhabituelle et que s'il a reçu une formation spécifique à ce sujet, cela remonte à très longtemps. Attendez-vous à cela. Je ne dirais même pas que des choses vont être oubliées, mais vous savez, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une réponse très précise et spécifique à un événement aussi inhabituel. Docteur, dernière question, Justine. J'aurais sans doute dû la poser avant, mais je pense qu'elle n'était pas là quand la police est arrivée. Et c'est tout simplement choquant. Je sais qu'elle a 21 ans, elle est jeune, mais si elle a accouché seule chez elle, puis s'est levée, peut-être conduit jusqu'à l'endroit où elle était, puis elle quitte la maison et se déplace, ce qui paraît juste, vous savez, puis vous la voyez au tribunal et elle est là, vous savez. Et je comprends que du temps a passé, mais en quoi le fait qu'elle ne soit pas chez elle, mais dehors, pourrait-il influencer le déroulement de l'enquête?
C'est une très bonne question parce que cela dépend des activités auxquelles elle s'est livrée lorsqu'elle est partie ou lorsque la police l'a trouvée. Et sans connaître ces détails, je ne pourrais probablement pas vraiment commenter. Je pense que beaucoup de gens sont surpris de voir à quel point quelqu'un peut être mobile juste après avoir accouché. Mais dans les cas auxquels j'ai participé, c'est ce qui s'est passé, où elles sont debout et elles discutent. Et tu serais surpris. Donc, je ne suis pas complètement choqué qu'elles aient pu quitter la maison et être ailleurs quand la police est arrivée. Mais quelles activités elle faisait et si ces activités étaient censées l'aider d'une certaine manière ou si elle visait à dissimuler certains aspects de ce qu'elle venait de faire à la maison ou si elle essayait de reprendre sa vie comme si de rien n'était parce qu'elle pensait que c'était ce qu'elle devait faire. Les réponses à ces questions pourraient nous aider dans l'enquête au fil de son avancement, mais il est difficile d'y répondre abstraitement. Oui, et il sera intéressant de voir où cette histoire va mener ensuite. Une affaire très triste qui se déroule dans le Kentucky. Dr Peter Valentin de l'Université de New Haven, président du département de sciences médico-légales. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Merci Chris. C'est tout pour Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.